C'est étonnant, une simple coïncidence peut-être. Nous sommes dans un grand magasin parisien. Le produit phare de la rentrée, on le trouve au sous-sol, comme dans une banque. C'est le bon vieux coffre-fort. Regardez, avec le code. Oui. Et voilà. Le coffre-fort un peu de nos grands-parents, mais qui marche très bien. Vous faites 3 fois le deuxième, le troisième coup, vous arrêtez dessus. On tire le bouton et le petit clic successif pour faciliter l'ouverture du coffre. Elles sont tous gris. Ah oui, là, il n'y a pas de couleur. Là. Il n'y a pas de couleur. Les clients sont très discrets sur l'utilisation du produit. Les gens, ils vous disent ce qu'ils mettent dans leur coffre. Ah, ils mettent jamais rien. Des fois, on livre souvent chez la gardienne. On livre chez une personne qui habite pas loin. Et ça arrive quelquefois. Justement, pour pas dévoiler, si vous voulez, où va le coffre, quoi. Les ventes de coffres-forts sont en plein boom, plus 40% cet été. Le responsable du rayon a une explication. Actuellement, ce pic de consommation, on l'observe en même temps que les variations de la bourse. D'abord au mois de juillet 2011 et puis à nouveau au mois de septembre en fonction des différentes variations de l'indice du CAC 40. En 2008, lors de la dernière crise bancaire, le même phénomène s'était produit. Les Français seraient-ils à nouveau tentés par le bas de laine? Je vais vous dire, monsieur, plus je vieillis et plus ma confiance s'envole. Je n'ai plus confiance en rien. Dans les banques? En rien. Depuis quelques mois, les clients des banques montrent des signes de fébrilité. Nos banques peuvent-elles résister à la crise? Disent-elles la vérité? Peut-on encore leur faire confiance? Nous sommes dans la région de Montélimar. Voici Bruno. Bruno est devenu une célébrité régionale depuis qu'il a osé attaquer sa banque, la Banque Populaire des Alpes. On a des très belles vues, vous allez voir, c'est magnifique. Je vais vous amener à un endroit où vous allez vous régaler. Bruno est apiculteur et il gagne autour du SMIC. Ses coffres-forts à lui, ce sont ses ruches, perchées sur une colline de la Drôme provençale. Ses abeilles lui ont permis de se constituer un confortable pécule, 12 000 €, le fruit de plusieurs années de travail. En 2007, sa banque va lui proposer de faire son miel de ses économies en investissant son argent en actions. 2 ans après, il perd presque tout. C'est un peu aberrant de placer de l'argent et qu'on le fasse disparaître. Alors moi, je prends l'exemple un peu basique et qui vaut ce qu'il vaut. Vous amenez votre voiture en réparation, vous allez la chercher le lendemain, on vous dit elle n'y est plus et le gars ne sait pas. Alors, j'ai demandé où était passé cet argent parce que moi je l'avais mis physiquement et qu'on m'a répondu qu'il ne savait pas. Je trouve ça un peu assez grave quand même, quoi. Piqué au vif, Bruno tente alors de demander des comptes à sa banque. La réponse de son conseiller ne va pas lui plaire. Le banquier a lui aussi investi dans ce même placement. Bienvenue au club. Vous l'avez reçu comment cette phrase? Assez mal. Alors, c'est pour ça que c'est ça qui m'a incité à aller à poursuivre en justice, quoi. J'ai trouvé ça un peu déplacé. Et bienvenue au club de quoi? Au club des, comme ils disent en anglais, des losers. Bruno a perdu 8 000 €, de l'argent qui devait servir en cas de coup dur. Le 18 septembre dernier, le tribunal d'instance de Grenoble a condamné sa banque à lui verser 5 800 € pour défaut de conseil. Une première. La banque a fait appel de cette décision. D'autres, en faisant confiance à leur banquier, ont perdu beaucoup plus encore. Cette jolie maison, pour les époux Vareille, c'est l'économie d'une vie. Un rêve qu'ils ont pu s'offrir après 30 ans de travail, pour eux et leurs 3 enfants. Ils esquintent complètement les arbres. Ah, ça, on l'a construit avec les enfants. On l'a monté avec les enfants. Terrain de boules, tennis, piscine. Il y a 10 ans, ils ont acheté cette propriété 155 000 €. C'est une belle propriété, une belle maison. Oui. On a eu de la chance de pouvoir l'acheter dans de bonnes conditions et d'avoir le temps de la restaurer, effectivement. En plus du coût d'acquisition, ils ont dû faire beaucoup de travaux.
Il a fallu faire On a tout une partie de la refait. charpente, vous voyez, toute la toiture. Toute la des toiture, deux il a côtés. fallu abattre. 122 000 euros de travaux. Leur maison leur a donc coûté au total 277 000 euros. Toutes les portes et les fenêtres ont passé au travers, il n'y avait pas de porte vitrée, il a fallu changer toutes les huisseries. Une banale histoire d'acquisition immobilière? Pas vraiment. L'affaire commence il y a 10 ans, dans cette petite ville, proche de Paris. Madame Vareille possédait alors une parfumerie, voisine de cette agence BNP. On avait une grande vitrine ici, la porte d'entrée était dans l'angle, et puis il y avait encore une autre vitrine sur le côté. Elle est également cliente de la banque et entretient de très bonnes relations avec le directeur de l'agence. Un jour, celui-ci vient la voir pour lui faire une proposition. Le directeur est venu nous voir en nous disant que l'angle l'intéressait et il nous a demandé si nous voulions éventuellement lui céder la parfumerie. A priori, une bonne opération pour les Vareille. Pour récupérer l'angle de rue, la banque rachète le commerce à bon prix, 350 000 euros. De quoi payer comptant la maison familiale de leurs rêves. Sauf que le directeur de l'agence leur propose une autre solution. Faire un emprunt pour la maison et placer leur argent sur un produit financier très intéressant. Le document qui figurait à l'époque dans la banque quand il proposait ce produit s'appelait BNP, les BNP Garantie Jet 3, votre épargne d'école. Tout est rédigé dans je ne dis pas dans la perspective de tromper les gens, mais de les convaincre qu'effectivement, à l'issue de cette période de 10 ans, les gens auraient leur capital multiplié par 3. Sans nouvelles, 5 ans plus tard, Jean Vareille décide d'écrire à sa banque pour savoir où en est son placement. L'explication qu'il reçoit le laisse pour le moins perplexe. Panier, entre parenthèses, T égale 1 sur 12 que multiplie 12, alors je crois que c'est sigma, N égale 1. Action N, entre parenthèses, T sur action N, entre parenthèses, I, que multiplie 100. Alors avec ça, on était riche. Dans le fameux panier, différentes actions de multinationales cotées en bourse, dont General Motors, le constructeur automobile américain qui sera déclaré en faillite en 2009. La formule magique n'a donc pas fonctionné. Le placement n'a rien rapporté. Il est certain qu'on a un sentiment comment dirais-je, De s'être fait flouer. de se faire flouer, effectivement, et ça nous irrite à la fois parce que c'est jamais agréable d'être floué, puis c'est jamais agréable de se faire, entre guillemets, escroquer. Pas un centime de bénéfice sur leur placement et 168 000 euros d'intérêt payés à la banque sur leur crédit immobilier souscrit au taux de 5,9%. Les Vareille n'ont pas encore fini de rembourser. Ils ont décidé de porter plainte. La BNP que nous avons contactée considère, elle, qu'ils ont opté en toute connaissance de cause pour cette opération. Pour l'avocat des Vareille, une page est définitivement tournée entre les clients et leur banque. Il y a un peu de naïveté chez les épargnants quand même. Chez les Vareille, par exemple, de vouloir tripler son capital, il y a une certaine candeur. Écoutez, je ne pense pas. Je ne pense pas du tout parce que à qui voulez-vous faire confiance pour les questions d'argent si ce n'est à votre banquier? On retombe toujours là-dessus. Vous faites bien confiance à votre médecin parce qu'il a fait des études de médecine. Et c'est pour ça que actuellement les banques ont une très très mauvaise image auprès des Français. Et cette image d'ailleurs, elle est également abîmée par le fait que les banquiers eux-mêmes refusent de s'exprimer. Vous pouvez les inviter dans des émissions de radio, de télévision. C'est la politique de la chaise vide. Ils payent très cher des directeurs de communication qui auraient peut-être quelque chose d'intéressant à dire. Moi, je pense que quand on est fier de son travail, on doit considérer que c'est un honneur de venir le défendre. La nouvelle crise financière que nous traversons aujourd'hui n'a fait qu'accentuer ce divorce. Les épargnants ne comprennent pas les placements à risque réalisés par leurs banques sur les marchés internationaux. Nous avons sollicité toutes les grandes banques françaises pour tenter de comprendre sur le terrain ce malaise. Aucune n'a accepté de nous ouvrir les portes d'une agence. Je n'arrive pas à vous passer la communication. Et là, j'ai un blocage absolu, quoi. Il y a eu une réaction un peu épidermique. Bah écoutez, on a
a décliné une première fois et nous maintenons notre position. Une seule banque a accepté que nous rencontrions sa directrice de communication. Nous sommes au siège de la Société Générale. Bonjour, enchanté. Bonjour, Caroline Guillaumin, enchantée. Bonjour. Caroline Guillaumin a beaucoup de travail en ce moment. En bourse, sa banque est la plus fragilisée depuis le début de la crise. Comme la BNP et le Crédit Agricole, la Société Générale a aussi investi dans les pays européens très endettés. La Grèce, l'Italie par exemple. C'est suffisamment transparent. Tenez, passez par là. Alors, retirez-vous un tout petit peu. Voilà, attendez. Voilà, allez-y. J'ai du mal à rentrer. Commencez par... Ah non, et on les a ouverts facilement. Hein. En pleine tourmente, la banque cherche à faire passer un message. Bon, Afida, Stéphane, Ludovic, voilà. Je viens vous montrer le bureau de la réunion. Karine, attention, tu es filmée. Aujourd'hui, Caroline Guillaumin va nous montrer les nouvelles maquettes de publicité que la Société Générale vient tout juste de sortir pour tenter d'enrayer la crise de confiance. On a pas mal écouté nos conseillers là, ces derniers temps, on a beaucoup de remontées sur le terrain. Et vraiment, revenons aux fondamentaux. La nouvelle communication est centrée sur 4 chiffres. Objectif, montrer que la banque a encore de l'argent dans ses coffres. Elle va insister particulièrement sur les 40,6 milliards de fonds propres. Les 40 milliards d'euros de ce qu'on appelle du capital, de fonds propres, c'est quoi? C'est là aussi, vous entendez beaucoup parler de cette notion de capital. Entre 2008 et aujourd'hui, on a multiplié par 2 le capital, c'est-à-dire cette réserve qui permet effectivement de gérer une crise en cas de crise. En complément, on a travaillé sur un petit document assez pédagogique donc, qui sera remis par le conseiller sous forme de questions. Tout irait pour le mieux à la Société Générale. Mais cette petite brochure, c'est l'aveu implicite des inquiétudes des clients dans les agences. Là où justement, nous n'avons pas eu le droit de filmer. Donc les conseillers ont dans leur tiroir à leur disposition ce petit document dont ils peuvent parler avec le client. Et au dos du document, tu retrouves les fondamentaux dont on parlait tout à l'heure. Donc vous savez, dois-je m'inquiéter pour mon argent placé à la Société Générale? Est-ce que le prix des services bancaires et les commissions vont augmenter? Dois-je modifier ma stratégie d'épargne? Voilà, des choses sur le crédit. Est-ce que je vais continuer? Est-ce que la banque va continuer à proposer des crédits? Notre job, c'est juste de dire, il y a plein de choses qui sont dites. Revenons aux fondamentaux qui sont, cette boîte va bien. Ça partirait quand pour tout va bien. Pourtant, l'action de la banque a perdu 55% de sa valeur depuis le mois de juillet. À l'évidence, la Société Générale gère une crise. Montrées du doigt, les banques sont-elles aujourd'hui meilleures conseillères ou continuent-elles de vendre des produits risqués à leurs clients? Pour le vérifier, nous avons demandé à un expert de la finance, incollable sur les produits bancaires, d'accompagner notre journaliste dans une agence. C'est une banque choisie complètement au hasard, là. Complètement au hasard. Mais sachant que ce qu'on risque de découvrir là, ça vaut pour la plupart des banques de réseau. David Koskas, j'ai rendez-vous avec... Nous tournons en caméra cachée. Nous sommes reçus par une très jeune conseillère. Donc il y a 2 sujets, il y a l'ouverture du compte à proprement parler, et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait de cet argent? D'accord, c'est quelle somme? On va commencer par de l'ordre de 40 000 €. La somme que David Koskas se propose de déposer est importante. Du coup, c'est le directeur de l'agence qui prend le rendez-vous en main. Absolument, donc les fonds vont être virés exactement. J'avais bien imaginé. Est-ce que vous, ça va? Parce qu'on entend... Non mais nous, ça va. Moi, Ouais. j'ai aucun... Dans un premier temps, il propose des solutions sécurisées. Sur un compte épargne. Tout ce qui est livret A, code vie. Le livret A, c'est le placement préféré des Français, qui enregistre des records depuis le mois d'août. Son taux est fixé par l'État, il est de 2,25%. Seulement, il est plafonné. Le directeur propose alors un autre produit sans plafond et très populaire également. Après, il y a le contrat d'assurance vie sur le fonds en euros. Ça, c'est... Une assurance vie en fonds euros. En France, plus de 12 millions de contrats ont été signés. Un placement réputé sûr et rentable, du moins jusqu'à la crise de cet été. On garantit un 3,20. Et ça, c'est sécurisé. Hein. Qu'est-ce qu'il y a justement dans le fonds en euros? Il y a pas mal de choses. Hein. Il y a du monétaire, il y a de l'obligataire d'État. Ouais. Autrement dit, de la dette d'État européenne. Ça, le fonds en euros, nous, on a toujours rémunéré. Comme quels États? Franchement, le détail, je le sais pas. Bon, ça m'intéresserait de voir ça si vous avez la notice ou si... Je vais le demander, ouais. Alors, j'avais un document. Je vais voir si je l'ai. Je
Je vais... Ok, super. Je vais regarder. Non, c'est pas mal ça. J'ai ce document-là. D'accord. En gros, de assurance vie, qui vous explique un petit peu les répartitions géographiques et sectorielles. Le directeur a l'air de découvrir la brochure de son produit. Malgré toute l'actualité autour de la crise, il ignore ce qu'il vend. Volontiers. À tête reposée, hein, de l'obligation de l'action. Moi, en fait, c'est surtout cette partie-là qui m'intéresse, à savoir, est-ce que dans l'obligataire, il y a des emprunts d'État? Et si oui, est-ce qu'il y a de la dette périphérique européenne? Donc typiquement Grèce, Espagne, Portugal ou Italie. Alors ça, je pense pas que ce soit expliqué. Hein. Je vais essayer d'avoir l'info, je suis pas sûr de l'avoir si facilement. Mais je vais essayer de vous l'obtenir, on va passer un petit coup de fil. Moi je l'ai pas l'info. Ok. Ici je l'ai pas. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée, merci. Au revoir. De retour chez lui dans sa maison cossue d'une banlieue parisienne, David Koskas se plonge dans la lecture du prospectus remis par le banquier. Et la surprise, la plupart des informations demandées au directeur s'y trouvent. En fait, on lit que les expositions de ce fonds-là aux emprunts d'État grec, portugais et irlandais sont très limitées puisqu'elles ne représentent que 2,6% du total de l'actif. La Grèce représente moins de 1%. On n'a pas été capable de nous répondre sur le moment, alors que c'est dans le prospectus. Bon. Alors un autre élément intéressant, c'est de connaître l'exposition à la dette italienne, espagnole, qui sont les prochains sur la liste. Et là, pareil. Et là, pour l'instant, on attend la réponse. Et je suis sûr que si on remonte de 2 ou 3 échelons dans la chaîne, on va arriver également sur des gens qui ne connaissent pas la composition des produits. Et donc ce décalage où finalement une poignée de traders qui vont composer un produit et qui vont le faire vivre dans une relative opacité, c'est pas très simple. Il y a quelques années, David Koskas a fait fortune dans l'Internet en vendant ses sociétés. Il anime aujourd'hui un blog spécialisé dans la finance qui met en relation des économistes, des banquiers, qui échangent les informations sur les marchés. Le dernier papier du blog, c'est à la mi-séance sur le CAC. Et là, on est en recul. Depuis cette nouvelle crise, il n'a plus confiance et croit à la faillite possible d'une banque. Il y a combien sur ce compte-là? Donc sur ce compte-là, on est à un peu moins de 80 000. Voilà. Vous n'irez pas au-delà? On ira peut-être un peu au-delà, mais pas beaucoup. Désormais, il ne laisse jamais plus de 100 000 euros. Car en cas de faillite, il sait qu'il ne pourra pas récupérer tout son argent. Si vous avez, cas d'école, 300 000 euros dans un établissement et que cet établissement-là fait faillite, on vous rembourse 100 000 euros, si on est en état de vous les rembourser. Si vous avez 300 000 euros répartis 100 000 euros dans 3 établissements, à ce moment-là, théoriquement, vous êtes remboursé de 3 fois 100 000 euros. Pour ne pas perdre ses économies, il a récemment ouvert de nouveaux comptes. En cas de faillite des banques, qui indemnisera les clients? C'est l'une des questions les plus posées sur le site internet de la Société Générale. Donc la rubrique décryptage, sans langue de bois, enfin vraiment assez claire. Donc, et vous avez les petites explications à des notions qui effectivement sont assez complexes. Sur son site, la Société Générale explique qu'en cas de faillite, il existe un fonds de garantie des dépôts alimenté par l'ensemble des banques. Le montant total dont dispose le fonds, vous le connaissez ou pas? Non, mais oui, on l'a, mais honnêtement, c'est pas vraiment le sujet. Je pense qu'il a été en plus donné à peu près partout en communication, donc voilà. De combien dispose ce fonds? Est-ce suffisant? À plusieurs reprises, nous avons contacté son directeur. Il a refusé toute interview. Nous avons donc demandé à ce professeur d'économie, Thierry Bonneau, de nous accompagner sur place. Alors nous voici devant le fonds de garantie des dépôts. Cet immeuble est situé dans le quartier des banques, en face de l'Opéra. Et c'est ce fonds qui va indemniser les déposants si un établissement est en difficulté. C'est sa mission essentielle. Et le fonds de garantie dispose de combien dans ces caisses? Eh bien, c'est toujours difficile à dire, mais semble-t-il que le fonds dispose à l'heure actuelle d'à peu près 2 milliards d'euros. Et 2 milliards d'euros,
c'est pas ça qui va permettre de faire face à une grosse crise, non? Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole, on peut penser que l'argent dont dispose le fonds serait largement insuffisant pour couvrir les dépôts laissés en compte par les épargnants. Pour Caroline Guillaumin, la faillite est impossible. Pourtant, certains signes sont inquiétants. Début juillet, Siemens, une importante société allemande, retirait 500 millions d'euros de la Société Générale. On ne commande pas de toute manière ce que font des clients, mais aujourd'hui, si vous regardez depuis la crise, depuis le début de la crise, vous avez aujourd'hui absolument pas de modification dans les dépôts ou les retraits en termes de clientèle. Mais il y a un autre indice préoccupant. Les banques ne se prêteraient plus d'argent entre elles. Aujourd'hui, on a justement démenti l'ensemble de ces rumeurs. Aujourd'hui, vous n'avez pas de problème de liquidité, vous n'avez pas de problème dans les prêts interbancaires. Vous avez beaucoup de choses qui ont été dites. Est-il vrai, comme l'affirme Caroline Guillaumin, que les banques se prêtent encore de l'argent? Les prêts interbancaires, c'est vital pour l'économie. Alors, nous nous sommes rendus dans cette entreprise d'investissement. Le travail de ces courtiers, mettre en relation les banques qui empruntent et celles qui placent leur argent. T'as vendu ton janvier 21 ou pas? Frédéric Metz est le patron de cette société. Il ne partage pas l'optimisme de la Société Générale. Là, véritablement, on est au cœur de ce qui se passe sur les échanges entre les banques françaises, européennes, principalement. Qu'est-ce qu'on constate justement aujourd'hui? Aujourd'hui, on constate véritablement un assèchement extrêmement marqué des échanges entre les banques, ce qui démontre ni plus ni moins, depuis maintenant cet été, une crise de confiance extrêmement marquée et une crise de défiance des opérateurs entre eux. Si les banques ne se font plus confiance, c'est parce que les plus importantes ont beaucoup prêté à des pays dangereusement endettés. Rien que pour la Grèce, ce serait 60 milliards d'euros prêtés par les banques françaises. L'hypothèse d'une faillite grecque effraie les marchés. Le vote a démarré en Allemagne, on me dit. Ce jour-là, les financiers de cette société sont suspendus à un vote au Parlement allemand pour un nouveau plan d'aide à la Grèce. Donc le vote a démarré, mais on n'en sait pas plus. OK, so I'll tell him he's got to work his residual delta anyway. Pour ce spécialiste, en cas de vote négatif, les conséquences seraient dramatiques. Si la Grèce sortait de l'euro, ça serait une traînée de poudre dans la zone euro qu'on ne pourrait jamais arrêter. Parce que pour faire sortir un pays d'une monnaie, il faut fermer les frontières. Il faut le faire le week-end, il faut fermer les banques, il faut fermer les frontières pour que toute l'épargne des gens qui soient dans les banques soit convertie dans la nouvelle monnaie du jour au lendemain et que personne ne se précipite pour les retirer et les planquer en Allemagne, en Suisse, en France, en Italie, etc. Les Allemands ont finalement approuvé le nouveau plan de soutien à la Grèce. Combien le vote allemand, Jean-Alain? C'est 523 pour, ouais. On a 85 contre et 3 abstentions. Et voilà, et Merkel a sa majorité à l'intérieur. En tout cas, le marché ne baisse pas, donc c'est une bonne nouvelle. Déjà, voilà. La confiance, c'est la clé du système financier. Et les banques françaises semblent moins l'inspirer, y compris, et c'est nouveau, depuis quelques mois, à leurs partenaires américains. Nicolas Lecossin dirige un institut de recherche économique. Au mois de septembre dernier, il publie aux États-Unis dans le très sérieux Wall Street Journal le témoignage d'un salarié de la BNP qui affirme que sa banque est en difficulté sur le marché américain. Alors ça, c'est l'article que j'ai publié donc, le mardi 13 septembre, justement qui a provoqué toute cette agitation. Et au début de mon article, je citais quelqu'un de la BNP qui affirmait que la banque était à la recherche de liquidités en dollars. Donc ça a provoqué effectivement une vague terrible. Le jour même, avec le cours de la bourse, l'action de la BNP qui s'est effondrée et avec les conséquences que l'on sait, des retombées dans les médias toute la journée et même les jours qui ont suivi. Et pourquoi ils ne veulent pas le prêter? Parce qu'ils étaient... Alors ça, il faut leur demander. Peut-être qu'ils n'ont pas confiance dans les banques françaises, mais ça, il faut leur demander. Le jour même, l'action BNP perd 11% et la banque porte plainte contre le journal, dont elle dément les affirmations. Les Américains doutent-ils de la solidité de nos banques? Ont-ils des réticences à leur prêter de l'argent? Nous sommes à Chicago. Un seul fonds d'investissement américain
a accepté de nous parler de ce tabou. JP Morgan. Alex Rover est analyste pour ce géant de la finance américaine. À combien évaluez-vous le recul des investissements américains dans les banques françaises? Je pense que le recul en août a été de près de 40 milliards de dollars. Aujourd'hui, le montant des emprunts des banques françaises s'élève autour de 160 milliards de dollars. Un recul de 20% en un mois seulement. Et qu'est-ce qui vous fait peur? Ce sont ces emprunts grecs ou autre chose? Je pense que les investisseurs ne savent pas à quel point les banques sont exposées. Aujourd'hui, le vrai changement, c'est la perception du risque qu'ont les investisseurs. Ce n'est pas vraiment le retour sur investissement qu'ils cherchent, mais la sécurité et pouvoir récupérer leur argent quand ils le veulent. Ce sont les deux principes majeurs aujourd'hui. Pour Alex Rover, la confiance peut revenir très vite. Les Américains ne demandent qu'à être rassurés par des décisions politiques en Europe. Une finance mondialisée, des banques dépendantes les unes des autres, fragilisées. En 2008, la crise était venue d'Amérique. Et aujourd'hui encore, des épargnants français tentent de récupérer leur argent. En 2006, Stéphane, pour la première fois de sa vie, se risque à un placement. Des actions Natixis, une banque d'affaires française frappée de plein fouet par la crise américaine des subprimes. Il en achète pour 4 000 €. L'action perd 95% de sa valeur en 2 ans. Depuis, il tente de négocier avec sa banque, car c'est elle qui lui a conseillé d'investir dans ce placement. Nous l'accompagnons en caméra cachée. Vous connaissez l'histoire des actions Natixis? Oui, on en a tous, alors je la connais bien. Vous en avez vous aussi personnellement? Ah oui, parce que on a une participation qui nous a été versée en actions Natixis. Donc une participation sympa, c'est passé à une roue de vélo d'occasion. Bah déjà, des actions, c'est tout sur garantie, si vous voulez. Ça, c'est le paramètre de base. Le paramètre de base, c'est quand on est archi contre le risque, les actions, c'est pas du tout adapté. Maintenant... Nous montrons la réaction de la banquière à cet avocat spécialiste du dossier. Comporte un risque. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le commercial de la banque vous dit « Ah, mais de toute façon, les actions, c'est risqué. Et puis, si vous prenez des actions, vous risquez de perdre. » Mais entre acheter des actions de grosse capitalisation française ou internationale, L'Oréal, Microsoft, vous allez perdre. Effectivement, les marchés sont mauvais, donc vos actions vont baisser. Mais vous n'allez pas perdre 95% de la valeur en 2 ans. Natixis, c'est une banque d'affaires qui est naissante, qui n'a pas fait ses preuves, qui faisait des opérations incroyablement spéculatives, puisqu'elle s'est engagée sur les marchés de titrisation et sur les subprimes aux États-Unis, et elle s'est pris des ardoises formidables. Et ça, évidemment, l'homme de la rue qui venait pour verser sur son livret A ou sur son contrat d'assurance vie, il ne le savait pas. Et ce n'est pas le discours qui lui a été tenu. On lui a dit « Monsieur Dupont, c'est l'affaire de votre vie, il n'y en a pas beaucoup, il faudra en prendre. Vous allez gagner. Et c'est la bonne affaire qu'on vous présente parce que vous êtes ami de la banque et qu'on vous aime bien. » Ils estiment avoir été lésés, la justice leur donne raison. Dans l'agence, Stéphane insiste auprès de la directrice. En tant qu'individu... Mais vous comprenez pourquoi je vous dis, voilà, je veux qu'il y ait une compensation et je suis obligé de vous dire, je quitte la banque. Parce que vous-même, vous n'avez pas le pouvoir, étant au bout de la chaîne, de dire, je vous rembourse. Ah non, je vais le pouvoir. Voilà. Ça, je confirme. Et voilà, et il y a 5 ans, c'était déjà le cas. Voilà. Donc, à moins que vous fassiez remonter aussi l'information et vous disiez à votre hiérarchie, faites aussi un effort. Moi, ça fait des années que je suis... À la maison, c'est la seule chose que je vais pouvoir faire. Ah oui, quand même. Alors, une des techniques, c'est de dire, oui, on va voir, on va peut-être faire quelque chose, et puis ça dure 1 mois, 2 mois, 6 mois, le client relance, et puis au bout de 6 mois, ils vont vous proposer une bouteille de vin ou ils vont vous donner un beau sourire. Aujourd'hui, une majorité de clients font encore confiance à leurs banquiers dans leur agence locale. Mais pour combien de temps encore ?